C'est une satisfaction, pas seulement pour moi, mais pour notre confédération syndicale, d'avoir réussi à être admise au Conseil économique, social, environnemental et culturel de la 5e République. Nous nous en réjouissons. La transition a été une étape dans la marche de notre République. Elle vient de prendre fin avec la mise en place d'un nouveau gouvernement. Avec ce que je relève, je retiens d'abord, je pense que c'est tous les Gabonais qui pensent comme ça, les mêmes personnalités ont été reconduites au gouvernement, c'est-à-dire les députés. Leurs postes ont tout simplement été gardés par d'autres compatriotes pour les récupérer une fois le gouvernement sera mis en place. C'est ce à quoi nous assistons, le retour des mêmes personnalités aux mêmes fonctions ministérielles. Nous avons accompagné la transition et l'État dans sa globalité. Vous l'avez constaté, vous constatez également que cette transition s'achève avec, ou alors la 5e République ouvre ses portes avec des tensions sociales locales, de la crise dans le secteur éducation. Cela doit nous laisser comprendre qu'il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché pendant toute la période de la transition. Parce que la période de la transition aurait dû permettre à ce que nous n'arrivions pas à ces situations de tension sociale. La transition est terminée, elle est désormais derrière nous. On va parler désormais de la 5e République. Vous faites bien de revenir sur cette question. Je le disais tantôt, c'est pas inédit en tant que tel, parce que des incidents plus graves ont été observés pendant ces moments solennels. Tout ce qui, quand le lecteur, parce que le lecteur des travailleurs, il faut dire qu'il n'a jamais été désigné par les travailleurs. C'est la présentation des vœux au couple présidentiel pour les travailleurs est souvent faite par désignation, c'est-à-dire les confédérations syndicales se réunissent, ils désignent un lecteur, ils rédigent d'abord le discours ensemble et ils désignent un lecteur. C'est ce qui a été fait pour la présentation des vœux de cette année. Malheureusement, nous avions été surpris d'apprendre que, à 24 heures avant la cérémonie de présentation de vœux, nous avons appris que ce n'est plus le lecteur, ni même le discours que les confédérations syndicales ont élaboré qui sera lu. Ce qui nous a amené, vraiment merci pour cette question, parce que beaucoup m'ont appelé, ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Je prends donc la peine d'expliquer clairement à l'opinion ce qui s'était passé. Nous n'avons pas manqué du respect au couple présidentiel, bien au contraire. Notre présence là-bas a justifié le respect, l'égard que nous avons à l'égard du couple présidentiel. Les confédérations ont désigné leurs lecteurs. Les confédérations ont rédigé leur discours de présentation des vœux. Mais elles sont surprises de voir non seulement quelqu'un d'autre lire le discours, et celui à travers lequel il ne se reconnaît pas. Nous nous sommes rendus rapidement la veille auprès du ministre du Travail, qui nous a reçus. Il a reçu les confédérations. Les confédérations ont voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parte du discours rédigé par les confédérations à un discours rédigé on ne sait où et par qui. Lu en plus par
quelqu'un qui n'a pas été désigné. Donc, il n'a pas porté la voix des travailleurs, comme on l'entend. Le ministre va faire quoi? Il va appeler la secrétaire générale de la présidence. Voilà, les confédérations sont ici, je ne comprends pas. La secrétaire générale de la présidence dit qu'elle n'était associée ni de près ni de loin à ce qui s'est fait. Ils ont reçu un discours, ils ont reçu un document que les travailleurs auraient concocté, mais ce qui n'était pas vrai. Tout de suite, la présidence a demandé à ce que celui qui a lu le discours et les confédérations se retrouvent pour désigner celui qui doit lire le discours. Madame le ministre a pris la peine d'appeler le lecteur de ce jour pour qu'il nous rejoigne à son bureau pour une séance de travail, harmoniser les choses. Il a dit au ministre qu'il n'était pas sur Libreville et qu'il ne pouvait pas être présent. Alors, le ministre a insisté. Le ministre a insisté. Mais il a insisté, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Et le ministre lui a demandé, avec qui vous avez travaillé ce discours? Il dit, je ne peux pas vous dire, madame le ministre, si je fais quelque chose avec quelqu'un, je ne peux pas dire son nom. Voilà la réponse au ministre. Il dit au ministre que s'ils veulent bien, si les confédérations veulent bien, moi je les laisse lire mon discours. Bon, allez-y comprendre. Nous sommes là dans la 5e République. Allez-y comprendre, monsieur. Nous sommes là dans la 5e République. Pourquoi voulez-vous qu'on se lève pour un discours dont nous ne connaissons pas la quintessence? La preuve, lors de la lecture de ce discours, vous avez retenu que ce discours a soutenu totalement la taxe de l'habitation. Est-ce que les travailleurs soutiennent la taxe d'habitation? Vous allez constater que ce discours a félicité le chef de l'État pour avoir réduit les prix des produits de première nécessité. Monsieur le journaliste, vous pouvez faire, pendant ce temps, les travailleurs se plaignent de la vie chère. Il n'y a pas de contradiction à ce niveau. Et si on se serait levé, on serait complice de ce qui a été dit ce jour-là. J'ai vu les ministres, paraît-il, que certains ministres sont toujours arrogants. Est-ce que c'est vrai? Mais ce n'était pas le lieu pour nous de le dire. Donc vous comprenez qu'on ne pouvait pas supporter tout ça. On ne pouvait pas endosser ça parce que c'est une lourde responsabilité. Nous, dans notre discours, nous on décrit la taxe d'habitation. Nous on décrit la vie chère. Sauf si nous vivons dans deux espaces, deux mondes différents. Bon, l'augmentation du SMIC, le code la révision du code du travail et tout ce qui a été dit, tout ceci est contenu dans les manifestes du 1er mai 2024, dans le manifeste du 1er mai 2025, qui avait été remis à main propre au président de la République. Ce sont des problèmes qui sont connus du président. Donc, en un mot, les confédérations, les leaders des confédérations syndicales ont voulu tout simplement exprimer à l'opinion que nous ne nous reconnaissons pas dans ce discours. Il n'a pas été rédigé par nous. Et au chef de l'État, qui déjà était informé de ce que nous ne devrions pas nous rendre à la présidence ce jour. Mais il a bien voulu que nous y soyons. Donc c'est par respect de la première institution que nous sommes retrouvés à cet endroit. Sinon, toutes les confédérations avaient déjà décidé de ne pas prendre part à ces présentations de vœux. Parce qu'on ne peut pas continuer, à manipuler les gens de cette manière-là. Nous le refusons. C'est au Gabon où on peut se permettre de manipuler les confédérations syndicales. Certainement, à cause de nous-mêmes aussi. Donc, le fait pour les leaders confédéraux, tous étaient assis, en dehors de deux confédérations, certainement, qui se reconnaissaient dans ce discours. Mais je les ai vus se lever avec beaucoup de peine aussi.
Et ceux qui étaient debout derrière, ce sont des accompagnateurs, ceux qui nous ont accompagnés. Un autre fait grave. Vous savez, le ministère du Travail a dressé une liste de 18 confédérations syndicales. Nous sommes à peu près une vingtaine. 18 qui sont plus ou moins dans les normes. Mais de ces 18 confédérations, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de leaders qui n'avaient pas de place prévue. Vous comprenez? C'est-à-dire qui n'avaient pas de chevalier. Je crois sur un total de 18, il n'y avait que 8 à peu près qui avaient des chevaliers. Et les autres étaient où? C'est quelle organisation ça? On ne sait pas comment ça s'est fait. Certains leaders, certains sont même retournés, arrivés à la présidence, voyant que leur nom n'était pas sûr. Ils sont retournés. Donc, vous comprenez que ces présentations de vœux ont été d'un goût amer pour les confédérations syndicales représentant les travailleurs. C'est ce qui a justifié notre position assise pour marquer notre désapprobation par rapport à ce qui s'est fait entre le palais et celui qui a lu le discours. Voilà. Il faut que les travailleurs prennent conscience de la gravité de la situation. Il faut que les leaders syndicaux eux-mêmes soient conséquents des actes qu'ils posent. Je crois que si le gouvernement ne nous respecte pas, c'est en grande partie à cause de nos propres comportements. Vous savez, un syndicaliste n'est pas un collaborateur. Le syndicaliste est par essence un insoumis. Insoumis dans ce sens que quand les choses se passent mal pour le travailleur, alors il prend la position qui sied. On parle du partenariat et non de la collaboration. C'est différent. Nous sommes des partenaires de l'exécutif et pas des collaborateurs. Donc vous comprenez que on ne sait pas où le discours qui a été lu a été rédigé et vous avez constaté que le discours a surfé sur les ministères en mouvement, soit ceux qui tenaient des assemblées générales, soit ceux qui étaient déjà en grève. Donc, on les a cités comme ça, parce que certainement, il y a un dessein derrière. C'est pourquoi j'en appelle à la vigilance des travailleurs. J'en appelle également à la vigilance des confédérations syndicales représentant les travailleurs. J'en appelle également à la responsabilité de tous. Parce que le ministre du Travail vient de prendre ses fonctions. Il faudrait désormais que les confédérations syndicales s'imposent comme partenaires et plus comme collaborateurs. C'est ce qui nous tue. Une fois, on sera à notre place de partenaire. Une fois, nos rapports seront des rapports de partenariat et plus des rapports de collaboration. Je pense que de telles dérives ne vont plus se produire. Vous-même, vous avez vu ce qui a été fait à la présidence. La présidence de la République, monsieur. À un instant aussi solennel, nous ne pouvions pas être responsables ou comptables de ce cinéma-là. Pas moi, en tout cas. C'est pourquoi nous sommes restés assis. Quant à ce qui doit être fait, je pense que les organisations syndicales sont libres et de fonctionner comme elles veulent dans le respect de la loi. La réforme de la CNSS, vous savez, en 2017, si j'ai bonne mémoire, le gouvernement avait appelé à une concertation tripartite. Le patronat, les travailleurs, à travers les confédérations syndicales et l'État, donc le gouvernement. Dynamique Unitaire avait même été exclu de cette concertation. Effectivement, parce que nous ne trouvions pas la pertinence d'augmenter l'assiette de cotisation du travailleur. Alors, depuis 2017, il a été arrêté de commun accord
cette augmentation. À ce niveau, je crois que moi j'ai une façon à moi d'observer l'environnement, comment les gens se comportent. Autant nous avions été contre cette augmentation, autant aujourd'hui, avec la clarté, je vous dis, nous sommes rendus à la CNSS, nous avons rencontré les spécialistes de la question, l'actuaire, avec tout ce qu'ils ont développé comme argument. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que les confédérations syndicales entendent s'exprimer sur la question prochainement. Je ne voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais dire, quand même, vous avez posé la question, que depuis 1975 que la CNSS existe, le taux de cotisation est resté le même. Au point que ce que nous cotisons aujourd'hui, c'est une réalité, ne peut pas payer nos pensions. C'est ça la réalité. Je vous prends un exemple simple. Vous voyez, en 1975, il pouvait avoir combien de retraités ayant droit à la pension? Un nombre bien inférieur à celui de 2025 aujourd'hui. Or, le taux de cotisation est resté le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, les travailleurs étaient plus nombreux certainement que les retraités. Et donc, ils pouvaient payer leur pension. Aujourd'hui, les pensionnaires deviennent plus nombreux que les actifs. Rien qu'à regarder cette tendance-là, vous comprenez qu'il y a lieu d'augmenter quelque chose. Mais après, on va dire ceci. Pourquoi la branche vieillesse est décadente à la CNSS? La mauvaise gouvernance, il faut le dire. L'État doit de l'argent à la CNSS. La branche, la partie santé, qui était, je crois, de 4,1% à la CNSS, a été détachée au profit de l'ANAM-GS. Donc vous comprenez que le taux de cotisation est réduit et d'emblée, la CNSS a des problèmes. Le risque aujourd'hui, selon les études actuarielles, les différentes études actuarielles et même l'audit de la task force, si rien n'est fait, en 2030, le ciel va s'écrouler sur les retraités gabonais. Donc on ne pourra plus payer ne serait-ce qu'une seule pension. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que cette situation, nous attendons que le ciel nous tombe dessus ou qu'il faille faire quelque chose? Je pense que vous comprenez la logique. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Il faut... on nous a dit, on nous a expliqué qu'il faut cette augmentation qui a été décidée de commun accord avec les confédérations, le gouvernement et le patronat en 2017. Nous allons expliquer, comme je l'ai dit, nous irons vers les travailleurs, discuter avec eux, leur dire, leur présenter la situation, parce que les confédérations ne sont pas là. Vous devez rendre compte à vos bases. Quand vous avez une information, vous devez rendre compte à la base. Ce sont des confédérations qui étaient à cette négociation, qui devaient rendre compte à leur base pour que la base soit préparée. Et puis, je vous parlais de l'observation de l'environnement. Les patrons aujourd'hui se comportent toujours comme dans les années 1800, où les salariés doivent être leurs esclaves. C'est pourquoi quand je vois les ajustements du patronat, je dis, les travailleurs doivent accepter cette réforme. Parce que quand le patronat combat une mesure, c'est que cette mesure est en faveur du travailleur. Est-ce que vous comprenez? Rien que parce que le patronat ne veut pas du tout de cette réforme, lors de leur présentation des vœux au chef de l'État,
le patronat est revenu sur la question. Donc nous pensons que cette réforme, avec la position du patronat, il faut que les travailleurs comprennent que ce sont eux qui ont quelque chose à tirer de positif de cette réforme. C'est ce que je pense, parce que le patronat ne va jamais se battre pour le bien des travailleurs. Nous ne sommes pas encore à ce niveau dans notre pays et même en Afrique. Donc c'est une augmentation, je crois que nous passons de 2,5 à 5 et le patronat va à 11. Donc le patronat, c'est pourquoi il bourre, parce que c'est le patronat qui va financer à plus du double notre pension. Et je pense que vu comme ça, on peut accepter cette augmentation. Mais nous allons discuter, ça c'est un point de vue personnel. C'est une situation déplorable. En tant que patriote, c'est notre pays, une fois encore, qui se voit son image être un peu écorchée. En tant que leader syndical, je crois que nous ne dirons jamais assez. Soutenir le gouvernement dans notre pays, pour qu'on sache que tu soutiens le gouvernement dans ce pays, il faut tout applaudir. C'est-à-dire, tout ce que le gouvernement fait, tu dois applaudir. Tu dois relayer. Même quand c'est contre toi-même. C'est ça, soutenir le gouvernement dans notre pays. Vous savez, vous nous suivez, vous, surtout votre média. Vous nous suivez. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Je crois que nos 2 dernières communications ici dans ce siège, nous attirions déjà l'attention des gouvernants sur la crise latente dans notre pays, la crise sociale latente. Nous sommes des éleveurs de conscience, nous sommes des lanceurs d'alerte. Cette situation aurait pu être évitée depuis. Ce sont nos enfants qui sont à la maison. Et vous savez ce que ça fait d'avoir les enfants à la maison. Pendant que vous êtes au travail. Parce qu'au moins quand votre enfant n'est pas à la maison, vous êtes au travail, il est à l'école. Donc, l'école prend le relais. Mais aujourd'hui, ils sont à la maison, parfois abandonnés à eux-mêmes, pendant que les parents sont à leur lieu de travail. J'ai vu, je suis cette actualité de près aussi. J'ai vu SOS Éducation s'attire un peu sur les leaders syndicaux, mais ils se feront vite rattraper, s'ils ne le sont déjà. Parce que ce n'est pas le syndicat qui est responsable de ce qui se passe. Je dirais même que les leaders sont eux-mêmes des victimes aussi. Victimes du comportement des enseignants eux-mêmes. Parce que le principe en syndicalisme, c'est la base, le chef du bureau d'un syndicat. C'est la base qui décide. Et le bureau s'exécute. Mais à chaque fois que des grèves ont été lancées dans ce pays, la base suit pendant 2 jours. Au-delà d'une semaine, il n'y a plus personne au piquet de grève. Le leader fait quoi? Donc ce sont des hommes qui sont dans les syndicats, ce sont les hommes qui sont également dans des SOS. Et c'est ce qui a rattrapé les hommes qui sont dans les syndicats va forcément rattraper les hommes qui sont dans SOS. Et à ce niveau, j'invite les travailleurs dans leur ensemble et les enseignants, pour ce qui est du cas dont on parle aujourd'hui. Les enseignants doivent guider l'action et pas les leaders. S'ils ne l'ont pas compris, c'est qu'ils vont tomber dans les mêmes travers que les syndicats. Et ce que je peux proposer, c'est que
nos jeunes frères puissent accepter que le ministre négocie avec eux à côté des syndicats qui ont l'expérience, qui peuvent les couvrir, mais sans pourtant se laisser distraire par ceux qui voudrions bien les distraire. Le problème, monsieur, ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale. Parce que des questions de régulation des situations administratives, c'est le ministre de la fonction publique, c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Et donc c'est le président de la République qui doit régler ce problème. Parce que c'est lui le chef du gouvernement. J'ai entendu parler de 3000 postes, de 3000 régularisations, de 300 postes budgétaires disponibles. Ils vont le faire progressivement. Qui doit attendre avant l'autre? Ce sera quoi le critère d'attribution de ces postes budgétaires? Tout se souffre. Il faut que le problème soit réglé de façon globale, chers messieurs. Et je vois, on essaie de colmater les brèches, l'éducation nationale. Non, ce n'est pas l'éducation nationale. Parce que ce que nous vivons à l'éducation nationale aujourd'hui va s'opérer dans d'autres secteurs. Mais on nous a montré à la télévision comment les situations administratives sont régularisées à la fonction publique, que tout était déjà fait. Vous comprenez que c'est du pipeau tout ça. La grève de l'éducation nationale vient de révéler que ce sont des effets d'annonce et pas autre chose. Donc, une fois encore, j'invite le gouvernement gabonais à prendre très au sérieux ce mouvement de grève et qui ne sert à rien de colmater les brèches. Il faut que ce problème soit réglé. Ce n'est pas une commission tripartite. Déjà que nous, les affaires de commission en dynamique unitaire, nous, avec l'ancien pouvoir, on avait déjà dit on ne prend plus part aux commissions. Parce que quand tu entends en commission, c'est qu'ils veulent gagner en temps, ils veulent vous amener à l'usure, vous oubliez ce que vous faites et puis vous vous détournez de votre objectif. Les situations administratives, c'est la fonction publique qui les règle. Et la fonction publique est représentée dans chaque ministère à travers les DCRH. Donc, si tant est qu'ils veulent régler le problème, on n'a pas besoin d'aller en commission. On peut peut-être négocier la reprise des cours. Et si on ne s'entend pas, on laisse parler la loi. C'est aussi simple que ça, la grève n'est pas interdite. Donc, je soutiens totalement ce mouvement de grève parce qu'il se justifie, parce que le gouvernement a eu tout son temps pour régler ce problème pendant la période de transition. Mais on ne s'est pas intéressé à ça, on s'est intéressé à autre chose. La politique, les questions politiques étaient prioritaires aux questions d'ordre social. Et ça nous rattrape juste à l'entrée de la 5e République. Il faudrait que le gouvernement prenne son courage et que chaque ministère se retrouve avec sa direction centrale des ressources humaines et faire le point exhaustif des situations administratives en concertation avec les partenaires sociaux. Moi qui vous parle, je suis aux affaires sociales. Je ne peux pas vous dire quelle est la situation de nos situations administratives. Moi qui vous parle, j'attends le reclassement depuis l'année 2016. Je ne suis pas reclassé. Je dois passer par des gens. Ce n'est pas possible. Heureusement encore, c'est mon grand frère, un enseignant qui est passé, qui a fait ces derniers temps le tour des réseaux sociaux, 35 ans de service. Il n'a jamais bénéficié, ne serait-ce d'un seul avancement. Comment vous expliquez ça? Même pas un seul avancement. Il a été directeur d'école par-ci, directeur d'école par-là. Il va à la retraite l'année prochaine. Même pas un seul avancement. Vous expliquez ça comment? Je crois que, au lieu de chercher à frapper sur les travailleurs, l'exécutif gagnerait à frapper sur ses ministres, à frapper sur l'administration. Nous ne pouvons pas. Il faut qu'on regarde. Est-ce que la loi, parce que demain on va dire aux enseignants, ils violent la loi même quand ils ne violent pas la loi. Mais qui a d'abord violé la loi? Si je revendique mon droit aujourd'hui, c'est que quelqu'un l'a violé. Et si quelqu'un l'a violé, c'est qu'il a violé la loi. Qu'on commence à sanctionner ceux qui violent la loi plus haut, c'est-à-dire des ministres qui ne veulent pas suivre nos situations.
Comment vous expliquez ça? 35 ans de service, quelqu'un ne bénéficie pas d'un seul avancement. Comment vous expliquez que celui qui allait en stage en 2025 se retrouve être reclassé pendant que toi tu étais en stage en 2010, tu n'es toujours pas reclassé dans la même administration? Vous expliquez ça comment? Les passe-droits, il faut que ça cesse. Donc moi je soutiens entièrement mes petits frères, mes petites sœurs qui ont lancé le mouvement de grève à l'éducation nationale. Vous avez le soutien total des dynamiques unitaires. Cependant, nous vous invitons à la sagesse. Ayez vos aînés autour de vous quand vous négociez, parce que vous n'avez ni l'expérience de la négociation, et en plus, vous êtes plus ou moins vulnérable. Mais vous devez tout simplement être rigoureux avec vos aînés qui sont dans les syndicats. Donc, c'est ce que je peux dire sur la crise qui sévit dans le secteur éducation. Le ministre, bon, qu'est-ce qu'elle a à y voir? Elle n'est pas ministre de la fonction publique. Donc, pour moi, mais elle devrait anticiper. Parce qu'elle a quand même mis du temps là, je crois, pas moins de 5 ans à l'éducation nationale. Elle devrait anticiper, devrait se battre. Et chaque ministre doit se battre pour la régularisation des situations administratives de ces agents. Après, je me demande, est-ce que les agents de la fonction publique eux-mêmes aussi ont des retards dans la régularisation de leur situation administrative? Je n'en sais rien. Mais bon, soignons la République, soignons la soignons l'entrée de la 5e République, parce que ça commence très mal. Il faut que rapidement l'exécutif se saisisse de ce problème. Pas pour faire comme d'habitude. On va essayer d'envoyer des gens, parce que j'apprends qu'il y a des audios qui circulent. Ça veut dire qu'on veut briser ce mouvement de grève avec les mêmes méthodes du pouvoir déchu. Mais les travailleurs ne seront pas prêts à accepter ça. Ça ne va plus passer. Ça ne va plus passer. Ou un syndicaliste viendra vous dire, moi je peux aller calmer la tempête. On lui donne un peu d'oseille, et puis bon, voilà. Ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Honnêtement, messieurs, mesdames du gouvernement, ça ne va plus marcher. Ça ne marchera plus. Réglez les problèmes. À la racine, réglez les problèmes. Sinon, nous risquerons de faire les 6 ans de mandat qui reste au président de la République dans la revendication. Et ce n'est pas bien.